Né de l'inceste, méprisé par presque tous ceux qui entraient dans son cercle, y compris par lui-même, quand la seule personne lui ayant témoigné de l'empathie ou de l'amour a disparu de manière inattendue, il a été contraint à devenir l'un des plus odieux tueurs en série japonais, agissant sous le nom de Ratman, une entité maléfique, un alter ego qui lui donnait des ordres auxquels il devait obéir. Il est allé au bout de l'horreur pour réaliser ses fantasmes les plus noirs, pénétrant ensemble le monde sombre et troublant de l'homme-rat. Attention, cet épisode n'a pas pour but de glorifier les actions du meurtrier, ni de manquer de respect aux victimes de ces crimes odieux. Nous avons une pensée compatissante pour les amis et la famille de ces 4 jeunes âmes arrachées à ce monde bien trop tôt. Le meurtrier otaku, Dracula, l'homme-rat, le tueur de petites filles de Tokyo Saitama. Voici un petit panel des noms qui ont pu être accordés à Tsutomu Miyazaki par la presse japonaise, et tout ça après les odieux crimes qu'il a commis dans une période de 10 mois entre 1988 et 1989. Bienvenue dans le monde assez cauchemardesque d'un enfant maltraité, d'un enfant mal aimé et qui a décidé de reverser toute sa haine sur la société japonaise et sur des petites filles japonaises. Miyazaki n'a jamais connu l'amour, que ce soit de sa famille ou de ses amis qui ne le considéraient pas. Il a toujours été une personne totalement en marge de la société. Il s'est retiré dans un monde assez sombre, fait de fantasmes, des scénarios qu'il a souhaité voir jouer dans la réalité. Qu'est-ce qui pousse une personne à agir de manière à violer les normes sociales les plus fondamentales? Les tueurs comme Miyazaki sont-ils nés avec un facteur X ou sont-ils simplement le fruit d'un environnement social? Tsutomu Miyazaki est né prématurément, et sa prématurité a entraîné un grand nombre de problèmes physiques, et on le suppose aussi psychologiques. Et le plus important de ces problèmes était une forme de difformité qu'il avait au niveau des mains. Il lui manquait les articulations reliant les mains aux poignets, ce qui faisait qu'il avait comme une sorte de membre continu. Il avait donc pas mal de mal à se servir de ses mains, c'était très difficile pour lui, et puis surtout, tout le monde voyait qu'il avait cette difformité. Ses mains ressemblaient un peu plus à celles de rongeurs qu'à celles d'humains. Et à l'école, il subissait un grand nombre de taquineries, de brimades. Il était constamment harcelé pour sa difformité. Et le pire, c'est que ça ne s'arrêtait pas à la sortie de l'école, puisque ses sœurs étaient profondément dégoûtées par cette difformité, et puis de manière générale par Tsutomu, et elles ne l'aimaient pas. Elle ne l'aimait vraiment pas, au point où elle poussait parfois les taquineries un petit peu loin. Parfois, quand il dormait, elle plaçait des pièges à rats sur le sol de sa chambre, et donc en se levant, Tsutomu marchait dedans et finissait les pieds en sang. Les parents de Tsutomu n'étaient pas beaucoup plus affectueux envers lui, puisque la plupart du temps, ils l'ignoraient, parfois ils le toléraient, parfois ils le négligeaient. Il n'avait pas de meilleurs sentiments pour lui. Cette attitude n'est en fait pas réellement surprenante, étant donné la filiation incestueuse de Tsutomu. Il était peut-être un peu vu comme le monstre de la famille. Un rejet qu'il a dû extrêmement mal vivre dans une période, la petite enfance, qui est assez délicate pour le développement psychosocial de l'enfant. Pour Tsutomu, l'enfer c'était bien les autres. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, il a très vite appris à se retirer dans l'antre de son esprit. Quand il est entré à l'école, c'était un enfant extrêmement intelligent, extrêmement studieux. Il aimait l'école, et académiquement parlant, il excellait, et il voulait devenir professeur d'anglais. L'entrée à l'école de Tsutomu correspondait également à le début du harcèlement, le début des brimades, et donc très vite il est tombé en dépression. Il avait aussi quelques troubles psychologiques qui n'avaient pas été diagnostiqués chez lui et donc qui n'étaient pas traités. Il n'avait pas les meilleures notes donc pour aller dans une bonne école, dans une bonne fac. Il a quand même décidé de poursuivre ses études et aller dans une fac où il a appris la production vidéo, un peu le cinéma, voilà. C'était vraiment une de ses passions. Malheureusement, il n'a pas vraiment pu poursuivre sa passion, trouver de travail après cette faculté. Et finalement, il a choisi de saisir le seul poste qui lui était offert, donc un poste dans l'agence de presse de son père, une agence qui était plutôt prospère. À l'adolescence, alors que la plupart des jeunes gens commencent à flirter, à s'intéresser de manière amoureuse aux gens qui les entourent, Tsutomu, lui, il était totalement exclu de cette parade amoureuse. Il n'était intéressé par personne et puis surtout personne n'était intéressé par lui. Et donc il passait son temps chez lui à la maison à consommer du porno. Il était vraiment un consommateur avide de porno et de pornographie un peu extrême.
Il consommait déjà de la pornographie infantile, et puis il adorait les films d'horreur, mais vraiment bien gore et vraiment violents. Et puis surtout, il consommait énormément de mangas et d'animés. Disons que Tsutomu est un peu devenu un otaku. Alors qu'est-ce qu'un otaku? Le terme otaku est un petit peu péjoratif, mais à l'origine, il désigne littéralement une maison. Et je ne parle pas d'une maison comme d'une bâtisse, je parle d'une maison comme vous pouvez en avoir dans Harry Potter. Donc un groupe auquel on appartient finalement. Et donc le terme désigne des individus qui sont obsédés, passionnés, presque à l'extrême, par quelque chose en particulier. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais aujourd'hui le terme implique beaucoup les fans d'animé et les fans de manga. Et certains de ces otaku, pas tous, mais certains, se replient sur eux-mêmes, sur leur passion et ne voient plus que cette passion et donc deviennent marginaux, parias de la société. Et c'était un petit peu le cas de Miyazaki, qui est totalement devenu une bombe à retardement, à force de se renfermer ainsi sur lui-même. Mais il y a toujours un motif de passage à l'acte. Et pour Miyazaki, le déclencheur a été la mort de son grand-père. Alors le grand-père de Miyazaki était vraiment la seule personne à qui il était un minimum attaché et qui était attaché à lui, qui lui donnait de l'amour, qui lui donnait du respect. Il aimait tellement son grand-père que quand il est décédé, il a consommé une petite quantité de ses cendres. L'image parfaite pour l'expression « mange tes morts ». Les motifs de passage à l'acte, donc chez un tueur ou tueur en série, peu importe, peuvent être très divers. Il y a la colère, mais il y a aussi la perte d'un être cher, les dettes. Et bien sûr, certains tueurs tuent de sang-froid, tuent parce qu'ils ont envie de le faire, planifient tout. Vous et moi, nous avons la possibilité de faire appel à des mécanismes d'adaptation et donc de gérer la situation. Généralement, nous avons aussi donc un petit socle familial, amical, qui nous permet de nous confier et de voir que finalement ça va pas si mal que ça. Mais Tsutomu Miyazaki n'avait pas ça. Sa construction psychologique était défectueuse dès le départ, de manière congénitale ou aussi à cause de sa construction sociale, son environnement. Et donc il lui manquait les mécanismes nécessaires pour faire face à cette pression qui était la mort de son grand-père. Il a commencé donc à se replier sur lui-même, à ruminer ses problèmes. Il était autosuffisant. Tsutomu Miyazaki, c'est-à-dire que quand il avait un problème, il avait une solution et la solution était, la plupart du temps, le repli dans ce monde imaginaire qu'il s'était créé. En fait, la mort de son grand-père a aussi marqué la mort de l'humanité de Tsutomu Miyazaki. À cette époque-là, ça faisait déjà un bon moment qu'il filmait ses sœurs sous la douche et puis il regardait les images sûrement tout seul dans sa chambre. C'est extrêmement perturbant, mais quand il a été confronté pour ces faits, il est devenu très agressif. De la même manière, quand on lui a reproché d'avoir mangé une partie des cendres de son grand-père, il l'a extrêmement mal pris. À partir de 1988, en fait, toutes les brimades qu'il avait prises jusque-là, il ne les supportait plus. Miyazaki s'est mis à la recherche d'un enfant à ce moment-là. Il voulait posséder un enfant, il voulait utiliser un enfant. C'était son seul objectif. Il n'avait pas de travail, il n'avait pas d'amis, de petits amis, sa famille l'ignorait complètement. La seule chose qui le faisait un peu vibrer, c'était l'idée qu'il pourrait réaliser son fantasme. En février 1989, les parents de la petite Marie Kono ont reçu une boîte. Et en l'ouvrant, ils ont découvert, horreur, la tête coupée de leur fille. Il faut savoir que leur fille de 4 ans avait disparu depuis déjà 6 mois et donc ils avaient totalement abandonné l'idée de la retrouver. Pour eux, elle avait dû sortir de la maison, se perdre dans les bois autour de la maison, peut-être qu'elle était tombée dans un cours d'eau et qu'elle s'était noyée, mais ils n'imaginaient absolument pas, 6 mois après sa disparition, recevoir un tel colis. Dedans, il y avait également un petit sac qui contenait les 10 dents de lait de la petite fille. Et il y avait également un petit mot qui disait « il y a des démons autour ». Les parents ont bien sûr reporté l'incident à la police et les autorités tokyoïtes ont bien dû se faire à l'idée qu'il y avait un tueur en série qui tournait dans les parages. Marie était la 3e petite fille à disparaître depuis août 1988 et donc les autorités ont tenu une conférence de presse en expliquant la situation aux tokyoïtes et en leur demandant de faire très attention. Un mois après l'enlèvement et le meurtre de Mari Misazaki, l'otaku tueur a croisé la route d'une autre petite fille, Masami Yoshisawa, 7 ans. Il l'a enlevée dans la rue alors qu'elle se rendait à l'école et il l'a entraînée vers une réserve forestière où il avait l'habitude d'aller, où il avait commis ses autres crimes déjà. Là, il a étranglé la petite fille. Et une fois qu'elle est morte, attention, il a eu des relations sexuelles avec son cadavre.
en tout cas ce qu'il pensait être son cadavre, puisque la petite fille s'est réveillée pendant l'acte, ce qui a beaucoup surpris Tsutomu, et donc il s'est enfui. Et il a laissé la petite fille mourir de ses blessures. Le 12 décembre 1988, Tsutomu Miyazaki repère une autre petite fille. Elle s'appelle Erika Namba. Elle se promène tranquillement, en fait, elle rentre du magasin où elle était allée acheter des bonbons avec son argent de poche, et elle croise la route de Tsutomu, qui l'enlève et la met de force dans sa voiture. De la même manière, il l'emmène jusqu'à cette réserve forestière et lui demande de se déshabiller. La petite fille refuse et donc il va la battre et l'étrangler. Mais la petite Erika s'est vraiment battue pour sa vie et elle a laissé Miyazaki avec des égratignures très profondes sur le visage et une oreille presque arrachée. Mais Miyazaki a bien sûr eu le dessus, a réussi à achever la petite fille et ensuite a eu des relations sexuelles avec son cadavre. Après ça, il l'a enveloppé dans une sorte de drap blanc et il a laissé son corps dans la réserve. En retournant à sa voiture, Miyazaki a constaté que deux hommes étaient en train de l'observer. Ces hommes l'observaient comme s'il était suspect. Il a pris un petit peu peur. Et ces hommes d'ailleurs l'ont apostrophé, lui ont demandé où il était, qu'est-ce qu'il faisait dans cette réserve forestière, pourquoi il avait autant de blessures. Mais Miyazaki a trouvé une excuse en disant que sa voiture s'était coincée quelque part et qu'il s'était blessé en tentant de la dégager. Une semaine plus tard, le corps d'Erika Namba a été découvert dans la réserve forestière. Elle était toujours dans son petit drap, dans son petit linceul blanc, et c'était vraiment un désastre pour la police parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Heureusement, ils avaient des témoins, les deux hommes qui ont fait un petit portrait de Tsutomu Miyazaki. Malheureusement, Miyazaki a fait une dernière victime avant d'être capturé, la petite Ayako Nomoto, qui avait seulement 5 ans. Ayako a joué toute seule, donc pas loin des cours de tennis où se rendait souvent Miyazaki, et il ne s'y rendait pas pour jouer. Il se rendait à ces cours de tennis pour observer les jeunes filles qui jouaient avec des jupes très courtes et il s'amusait à les photographier. Donc il faisait le voyeur. Il a repéré la petite fille et a commencé à lui parler, à lui dire que si elle le voulait, il pourrait la photographier et lui donner des bonbons si elle acceptait de le suivre jusqu'à sa voiture. Et attention, là, ça va être assez horrible. Donc du coup, la petite fille s'est moquée des mains de Miyazaki, chose qui l'a très mal prise, et il a frappé violemment la petite fille. Arrivé à son appartement, il a démembré la petite fille, il lui a coupé les bras, les jambes, la tête, et il a mangé ses 2 mains avant d'avoir des relations sexuelles avec son cadavre. Et il a filmé toute cette scène-là. Apparemment, les derniers mots de la petite fille ont été « Je veux ma mère ». Vous l'avez bien compris, ces enlèvements et ces meurtres ont semé la panique dans Tokyo. Tous les parents avaient peur pour la vie de leurs enfants, avaient peur quand ils se rendaient à l'école tous les matins. C'était vraiment extrêmement anxiogène pour tous les habitants. Et de son côté, Tsutomu Miyazaki, qui avait un sentiment d'invincibilité profond, a commencé à commettre un grand nombre d'erreurs. Un jour, il s'est rendu dans un parc à l'ouest de Tokyo, et là, il allait bien sûr pour observer les gens, pour observer les enfants, et pour trouver de nouvelles victimes. Là, il a ciblé 2 sœurs qui étaient en train de jouer. Il a essayé de les attirer pour qu'elles montent dans sa voiture, mais l'aîné s'est enfui et il a pu attraper la cadette. Donc il a attrapé la cadette, il l'a mis dans sa voiture et il a roulé un petit peu sur une courte distance dans le parc. Là, il s'est placé derrière un buisson, il était à peine isolé, et il s'est déshabillé complètement. Et ensuite, il a commencé à prendre des photos de la petite fille, allant jusqu'à insérer l'objectif de son appareil photo dans les parties génitales de la petite fille. C'est à ce moment-là que la petite fille est revenue au parc, accompagnée de son père. Et là, son père, qui était totalement indigné, s'est mis à battre Miyazaki. Du coup, Tsutomu s'est enfui dans les bois voisins, toujours nu. Et à un moment, il a bien fallu qu'il rentre chez lui. Il s'est rendu jusqu'à sa voiture où le père de la petite fille l'attendait avec la police. Et là, il a été immédiatement placé en garde à vue parce qu'il correspondait totalement à la description du tueur qu'avaient donné les 2 témoins. Interrogé par la police, Miyazaki s'est montré absolument impitoyable. Ils n'ont pas trop eu à lui tirer les verres du nez. Il a tout dit et il semblait extrêmement fier de ce qu'il avait fait d'ailleurs. Les autorités ont commencé à fouiller chez lui, ont trouvé environ 6000 cassettes de pornographie déviante avec des actes absolument abominables, d'actes de voyeurisme enregistrés, de pornographie infantile. Ils ont également trouvé 500 cassettes des sœurs de Miyazaki en train de se doucher. Et sa collection de vidéos donnait vraiment un aperçu de ses fantasmes sombres, de sa personnalité déviante, vraiment une collection à vomir. Pendant son interrogatoire, Miyazaki a expliqué que tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait parce que
Ratman lui avait dit, l'homme rat qui était son alter ego. C'était vraiment une situation à la Jekyll and Hyde, comme si il y avait un être en lui qui agissait malgré lui. D'après lui, Ratman, l'homme rat, lui avait promis de lui rendre son grand-père s'il faisait ce qu'il disait. En fait, selon lui, ces meurtres faisaient tous partie de ses rêves et n'avaient jamais eu lieu dans la vraie vie. Et les crimes de Tsutomu Miyazaki ont eu un impact significatif sur la culture japonaise. Les médias l'ont désigné comme représentant de la culture otaku dans son ensemble, mettant en garde contre ce mode de vie, dénigrant les animés et les mangas. Ce portrait est venu entacher une large population d'individus qui étaient déjà solitaires et marginalisés, et les simples passionnés d'animés et de mangas. En 2014, on estimait que 22% de la population japonaise s'identifiait à la culture otaku, ce qui se traduit par 27 millions d'individus en 1988 à l'époque des crimes. Certains psychologues qui ont évalué la santé mentale de Tsutomu Miyazaki ont estimé qu'il souffrait de troubles psychologiques, dans la schizophrénie. D'autres ont estimé qu'il était totalement sain d'esprit et que donc il devait être tenu responsable pour ses meurtres. Un psychiatre, le docteur Susuma Ota, a déclaré à la cour « Tsutomu tuait pour le plaisir. C'était des meurtres à sensations fortes. Combinés à son trouble dissociatif, les victimes n'étaient pour lui que des personnages de la bande dessinée qui était sa vie. Il était d'abord un pédophile et ensuite un tueur. Et c'est grâce à ces meurtres qu'il a pu posséder les enfants dans leur intégralité, ce qui, je ne peux que le supposer, est sa vision tordue de l'amour et de l'affection. Le procès a duré 7 ans, à l'issue duquel Tsutomu Miyazaki a été condamné à mort pour les 4 meurtres. Et lorsqu'on lui a demandé plus tard s'il souhaitait s'excuser auprès des familles pour les meurtres, mais aussi pour les colis qu'il leur envoyait, pour les appels téléphoniques dérangeants qu'il avait passés, il a dit que non, il ne souhaitait pas s'excuser. Il a dit qu'il avait fait un bon travail et qu'il était fier de lui. Curieusement, sa mère et ses sœurs lui rendaient régulièrement visite alors qu'il était incarcéré. Elles lui emmenaient quelques objets pour son confort, notamment des BD, des mangas. Mais son père, quant à lui, a totalement renié son fils et il s'est d'ailleurs suicidé en 1994. Miyazaki a donc été condamné à être exécuté par pendaison le 17 juin 2008. Et à ce moment-là, il avait 45 ans. Et sa dernière phrase, ces dernières paroles sont vraiment extrêmement perturbantes et témoignent, je pense, de la santé mentale de l'homme à ce moment-là. Je t'aurai, Batman, je le jure, ce sera la dernière chose que je ferai. Alors que beaucoup se demandent si c'est la nature ou l'éducation qui crée une personnalité déviante et dangereuse, il est clair que dans le cas de Tsutomu Miyazaki, son environnement malsain, sa famille abusive et froide ont largement contribué à la naissance du monstre. Chez Miyazaki, les signes étaient pourtant évidents. Cette affaire sonne comme un avertissement et une leçon, la nécessité de garder un œil attentif sur cet ami ou ce voisin un peu trop secret. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout dites-moi en commentaire absolument ce que vous pensez de cette histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur cette chaîne. Je vous souhaite une très bonne année, et prenez bien soin de vous surtout.